Bonsoir très chers abonnés, bonsoir très chers internautes, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre traditionnelle émission et nous vous souhaitons tout d'abord, avant de commencer, une bonne et heureuse année en espérant que vous avez passé des bons moments en famille. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans le cadre de nos émissions et aujourd'hui nous allons parler de l'actualité nationale camerounaise en assistant au décryptage du discours du président Paul Biya qui s'est exprimé le 31 décembre 2024 à l'endroit du peuple camerounais et au-delà, dans la pure tradition républicaine pour faire le bilan de l'année 2024 et annoncer les perspectives de 2025 sur le plan sécuritaire, économique, industriel, social et politique. C'est ces volets qui ont meublé sa sortie. Pour le décryptage, nous sommes face à notre illustre invité pour un jour et pour toujours avec nous. Il est politicien, analyste politique, géopoliticien et géostratège. Il s'agit du président Balakani, à qui nous adressons notre bonsoir et nous réitérons tous nos souhaits de bonne année, tous nos souhaits de bonheur pour cette nouvelle année 2025. Bonsoir, président. Bonsoir, Madame Charlotte Diengele. Je suis aussi heureux de vous retrouver dans ce cadre-ci, notre plateforme de combat, d'échange, d'enrichissement mutuel, de promotion de l'intellectualité, de la politique, dans ces hautes factures. Après les fêtes de fin d'année, c'est un bonheur de retrouver nos internautes qui ont été fidèles avec nous depuis quelques mois et pour qui je voudrais faire révérence encore une fois de plus. C'est grâce à eux que nous connaissons cette petite montée en puissance qu'on nous reconnaît dans les réseaux sociaux. Et ce, malgré les attaques planifiées par nos ennemis et nos adversaires, les trolls français, les agents des mouvances entre guillemets ennemis, qui ont bien compris que notre dynamique venait, n'est-ce pas, inverser le cours qu'on a longtemps voulu imposer aux réseaux sociaux en ce qui concerne l'actualité politique au Cameroun. Bon, je comprends très bien cette bonne adversité, n'est-ce pas, qui est loin de nous impressionner, moi particulièrement, souvent m'amuse, tellement le niveau de mauvaise foi est élevé, et en même temps puéril, parce que à la place des arguments, ce sont les injures et les dénigrements de bas niveau. Je constate que vous êtes l'une des pages les plus tolérantes du monde entier, puisque on ne l'est censé même pas. Mais comme je vous avais dit, souvent, la plupart du temps, quand on est sincèrement engagé, l'ennemi est votre partenaire. Donc, il est notre partenaire. Donc, nous lui souhaitons bon vent à tous ceux qui participent, n'est-ce pas, à cette plateforme, que ce soit en bien, que ce soit en mal, que ce soit de manière positive ou négative, ben, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, très heureux de retrouver les internautes que je salue et de vous retrouver aussi, n'est-ce pas, vous qui êtes les orfèvres techniques de cette plateforme. Merci, Président. Et comme l'a pensé le nouveau mouvement populaire, quand il s'agit du Cameroun, le plateau est bilingue. Je profite de l'occasion pour saluer M. Ediengele Eugène pour sa participation en anglais. Bonsoir, M. Ediengele. Good evening, Charlotte Ediengele. It's always a pleasure to share with you this on this live broadcast. It's also the moment for me to say good Happy New Year to all our internet, all our faithful followers that has been with us since the beginning of this edition that we
have the mind to organize each time there's any information concerning Cameroon, international and Africa information. So it's always a pleasure and to be with all of you here to share this live podcast. Thank you. And I will say also good evening to Mr. Banakani, President of the New Popular Movement. Good evening, Mr. Banakani. Good evening. Happy to meet you, Mr. Banakani. Thank you very much. I'm very happy to meet you on this broadcast. Et je vais me tourner vers le très connu Monsieur Bouyamousso Jules Constant, à qui j'adresse mes souhaits de bonne année et un bonsoir particulier. Bonsoir, Madame Charlotte Djengele. Merci une fois de plus de nous accompagner avec votre charmante voix. Merci également pour la bonne année. Je vous retourne également mes souhaits les meilleurs. Et j'adresse également un bonsoir particulier au président Banakani. Une bonne année. Merci encore une fois de plus d'honorer à nos rendez-vous du Cameroun, de l'Afrique et de l'humanité dans le domaine de l'information. Merci, Madame Charlotte Djengele. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Il s'agit du décryptage et de l'analyse du discours du président de la République, M. Paul Biya, président du Cameroun, qui a fait la sortie le 31 décembre 2024 dans la pure tradition républicaine pour s'adresser à ses compatriotes, à ses citoyens pour le bilan de l'année 2024 et pour les perspectives de l'année 2025. Et pour ça, nous allons entrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Monsieur le Président, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Vous êtes un homme politique très connu et acteur de la scène politique camerounaise. Et le 31 décembre, vous avez écouté le discours du chef de l'État qui retraçait son bilan politique, également le bilan de l'année. Et il y a un point qu'il a soulevé, la question sécuritaire. Il a toujours martelé que le Cameroun est un et indivisible, qui ne va pas badiner avec l'intégrité territoriale de notre pays. Et il a mis un point majeur sur le bilan de la crise sécuritaire qui sévit au nord-ouest et au sud-ouest. Nous avons eu l'impression qu'il est optimiste au regard des résultats que les forces de défense engranent sur ces terrains. Quelle est votre impression de prime abord? C'était un discours présidentiel, fidèle à l'idée que le président patriarche Paul Biya se fait de sa fonction. Comme d'habitude, la présidentialité a pris le pas sur l'intonation quotidienne sur dans le rapport que le citoyen lambda a avec le discours présidentiel. Pour faire simplement, on a l'impression que le président, quand il fait son discours, à force de croiser ou de mixer, ou de faire l'équilibre entre l'international, au niveau géopolitique, l'international au niveau géoéconomique et le national, à force de mixer ça, son discours est tellement sérieux qu'on a l'impression qu'il parle à lui-même, à l'État et aux bailleurs de fonds, c'est-à-dire et aux partenaires. Et souvent, ce n'est pas très compréhensible pour le commun des mortels camerounais, qui se demande bien souvent quel est le rapport réel entre le discours du président et sa vie au quotidien. Mais bon, c'est un chef d'État, c'est le chef de l'État. Il se situe au carrefour d'un ensemble d'intérêts qui fait que, au regard des conditions actuelles, la présidentialité, n'est-ce pas, prime justement sur sur le sort qu'on fait, n'est-ce pas, à l'entendement du citoyen lambda quant au discours du chef de l'État. Donc, c'était un discours sérieux. Ne me demandez pas
de descendre à un certain niveau pour réagir comme le Camerounais lambda qui dit que non, c'est redondant, c'est vraiment mieux, c'est la même chose chaque année. Nous ne pouvons pas parler comme ça, parce que nous sommes des hommes politiques, et de ce fait, on se met à la place du président. Donc, c'était un discours traditionnel. Quant à l'optimisme du président par rapport à la situation dans les Nozo, ben, il est fondé. Il est fondé. Le NMP a pris toute sa part depuis le début de cette crise dans la défense et la promotion de l'intégrité territoriale du pays, l'unité nationale, et sur la non-négociabilité, pas de l'unité du Cameroun. Je pense que nos positions sur la crise anglophone, crise dite anglophone, nous a distingués de tous les acteurs politiques. Donc nous sommes de ceux qui nous réjouissons, pas de cette accalmie relative qui tend à prendre le pas sur l'impossibilité de la vie qui a longtemps prévalu dans ces régions-là au plus fort du début de cette crise. Donc je comprends l'optimisme présidentiel, même si nous devons tempérer ça quand on voit les atrocités qui continuent à marquer cette région, des autorités de l'État qui sont enlevées, maintenant même les autorités judiciaires qui sont enlevées, des assassinats intolérables, des crimes les plus horribles qui continuent, n'est-ce pas, à marquer cette région-là. Donc, de ce point de vue, le combat continue. Nous avons une pensée particulière pour nos forces armées, nos forces de sécurité, qui font honneur à la nation. Donc, voilà, nous sommes de tout cœur derrière les forces de sécurité, les forces armées de notre pays, dans ce combat noble qu'ils mènent pour sauvegarder l'unité du Cameroun, l'intégrité du territoire. Voilà. Donc, de ce point de vue, à un certain niveau, je partage, nous sommes solidaires, nous partageons l'optimisme présidentiel. Et donc, pour vous, la cause du séparatisme est vouée à l'échec? C'était notre position depuis le départ. Nous l'avons dit depuis le départ. Donc, on ne va pas faire la fine bouche dès le départ de cette crise. Nous avons été clairs, nous avons été fermes, nous avons été décisifs dans nos prises de position. Donc, évidemment, la tournure qu'a pris les événements nous incite à de l'optimisme. President Banakani, His Excellency Mr. Paul Biya, in his speech of the end of the year in 2024, was announced by Madame Charlotte Ijengere. Mr. Paul Biya, a part of the security plan that Mr. Julius Buyamusu had just set, Mr. Paul Biya also gave some indicators on the microeconomics of Cameroon. Let me remind some indicators that he mentioned. His president mentioned that the inflation will be contained from 7.4% in 2023 to 5% in 2024. He also spoke of the growth rate estimated for the year 2024 at 3.8%, and whose focus for 2025 is 4.1%, Mr. President. We are pleased to recall that in the circular number 001 of October 2024 relating to the preparation of the state budget for 2025 financial year, one of the points on the point 22, the president prescribed to his government. Let me remind some prescription that he gave in some indicators concerning the macroeconomic economy related to the budget that was addressed to him, the budget 2025. He spoke of the real growth GDP, that the growth domestic product of Cameroon, at the rate of 4.4% and an inflation rate of 4.0%. But what retained our intention is that on the speech of on the 31st, he spoke of an inflation retain of 4.1, and while we are seeing that the inflation retain was 4.0 here, and he spoke of the GDP
of 3.8% for the year coming. And we are seeing that what was the assumption presented to him on the budget was 4.4%. And in regard of the analysis of these indicators given by President Paul Biya during his speech, there's some element, the incoherence element that retain our attention, notably on the different ratio that he gave concerning the inflation retained and the gross domestic product. There's incoherence on the number, on the numerical given that the President Paul Biya related under his speech. And the question we ask ourselves, the President, even though Mr. Paul Biya was exciting and he was even glad for giving this different rate concerning the economy of Cameroon, but what analysis can you make between these apparently encouraging figures given by His Excellency Paul Biya and the social reality which is reflected in the what we call the generalized malaise of Cameroonians on the economy state related to poverty that we are facing, inflation, the going rate of inflation since 2022? There is a tradition now above 30 years now who want to reduce economy as a statistical matter. Statistics are important, but this project who want to reduce the economy as statistic matters can throw a lot of people in a manipulation. Which manipulation do you want to say, Mr. President? Manipulation of the reality of the economical situation. I don't want to accuse our president to be a manipulator, but we must, our approach of this reality must be more practical, and we are going to try to bring out the reality of people in this difficult situation, which is very difficult. Quand on parle de l'inflation dans notre pays, ces dernières années, si on veut sortir de la sophistique, technicienne ou techniciste, qui tend à faire croire que les statistiques sont la vérité, et qu'on puisse réduire l'économie à la statistique. On est obligé de faire un ensemble, de faire quelques rappels. Il y a un cycle inflationniste qui frappe notre pays. C'est même des cycles qui se sont succédés. Mais ces 3 dernières années, ou bien ces 4 dernières années, si nous cumulons les chiffres de l'inflation, on est pratiquement à 16,7%. Si on parle, la référence de 2021, 2020-2021 jusqu'à 2024. Mais quand on prend ce cycle-là, si on rapporte, n'est-ce pas, la hausse de salaire, pour prendre seulement le cas de la fonction publique, on est à 5%. Donc voilà un indicateur, sans être exclusif, qui nous renseigne sur la réalité du discours officiel sur la question. Qu'on nous comprenne bien, nous ne sommes pas contre les statistiques. Mais les plus grands économistes nous enseignent que les statistiques, c'est la forme suprême du mensonge. Lorsque, dans des contextes comme ceux du Cameroun,
où on voit bien que la structure de l'économie, la structure même de l'économie et l'environnement historique et géopolitique dans lequel le pays baigne depuis 1960 dévoile les tendances lourdes de notre économie et que les statistiques officielles ont tendance à masquer cette tendance lourde et à réduire l'enjeu économique du pays dans un équilibre, n'est-ce pas, entre l'État et les bailleurs de fonds étrangers et les partenaires. Et dans ce carcan, les conditions de vie des populations souvent passent à trépas quand on fait analyse statistique. C'est vrai que ce sont des moyennes, encore que ceux qui calculent, n'est-ce pas, ces moyennes-là sont dans leur univers, qui est un univers purement officiel, et vous allez ces statistiques officielles, vous avez raison, sont purement macroéconomiques. Purement macroéconomiques et relèvent, comme je l'ai dit, d'une réalité économique où les conditions de vie concrètes des populations ne sont pas au centre de l'action gouvernementale. C'est peut-être dur ce que nous disons, mais c'est un fait. L'optimisme du président se base sur un ensemble de fondamentaux de notre économie, qui considère qu'à partir du moment où on maintient le caractère positif de la croissance et que les équilibres macroéconomiques tels que dessinés par les bailleurs de fonds ne sont pas en situation de rupture ou en situation de tension grave, ben, ça va bien. Ça va bien. Mais au Cameroun aujourd'hui, ça se voit, il y a un ensemble d'indicateurs pertinents qui démontrent qu'il y a de quoi s'inquiéter sérieusement. La vie est très dure, même quand vous lisez le rapport même de l'Institut national de la statistique, quand vous regardez le panier de biens qui est sujet à l'inflation, ce sont des denrées de première nécessité. C'est-à-dire que les populations subissent un niveau d'inflation très élevé. Très élevé. Si on compare ça, même l'Institut national de la statistique reconnaît que depuis 29 ans pratiquement, 29 ans, un tel niveau d'inflation très élevé n'a pas été vécu dans notre pays. Non, même ça, c'est officiel ce que je dis là, c'est le rapport officiel. Ils reconnaissent ça. Et que c'est pas pratiquement entre 2021, 2020, 2021 jusqu'à 2024 et surtout 2022, il y a un pic en termes d'inflation qui se traduit par la dégradation des conditions de vie des populations au niveau de l'accès à des produits de première nécessité, des services publics de base, et le président l'a reconnu enfin dans le niveau de dégradation très avancé de nos infrastructures routières et même de l'ensemble de nos équipements collectifs. Donc, tout ça montre que c'est un pays qui s'est objectivement appauvri, et qui n'est pas dans une dynamique, malgré l'intensité des réformes macroéconomiques, si on se place du point de vue officiel, malgré l'intensité des réformes économiques, on n'a pas amorcé une dynamique qui remet le pays dans une dynamique, n'est-ce pas, de croissance, cette fois-là qualitative, qui se traduit par au moins retrouver le niveau de qualité infrastructurelle qu'on avait, n'est-ce pas, avant la crise. Et les programmes d'ajustement structurel, retrouver le niveau des salaires, par exemple, qu'on avait, le niveau, n'est-ce pas, la qualité de vie que les ménages avaient à ce moment-là. Je pense qu'on ne peut pas, analyser la croissance pour la croissance. On ne peut pas analyser le bon fonctionnement ou la bonne tenue d'une économie sans tenir compte des indicateurs que je vais mettre sur la table. Il y a la qualité de vie.
Ben, si on considère que la qualité de vie c'est trop demandé, mais il y a quand même le niveau. Il y avait un niveau, n'est-ce pas, de vie qu'on avait atteint avant les ajustements. Mais si on fait 7 cycles d'ajustement, pour ne pas retrouver ce niveau-là, il y a un problème. Il faut s'interroger sur la véritable nature des cycles de réforme qui sont imposés aux populations et au pays. De ce point de vue, il y a un décalage. Il y a un décalage entre le discours présidentiel, l'idée que le président se fait de l'économie et la situation que les Camerounais vivent. Maintenant, pour ne pas verser dans un discours facile, qui serait simplement le reflet de la colère populaire, très compréhensible, il faut quand même reconnaître que autant il y a une aggravation, une pauvreté contenue de la majorité des populations, mais il y a l'émergence d'une poignée de milliardaires, de personnes qui s'enrichissent, et ça donne l'illusion que, alors, pour un pays qui a opté pour le néolibéralisme périphérique, que le consensus de Washington nous a imposé, ben, la nature de l'État et son caractère de classe amène le président et les autorités de notre pays à dire que bon, l'économie malgré tout se porte bien. Ses fondamentaux sont positifs. Parce que ça, c'est la logique du capitalisme néolibéral. Hein. C'est-à-dire que si des gens, de nouveaux riches apparaissent, etc., on trouve que c'est la norme. C'est nous qui avons une autre vision de l'économie. Nous avons une vision de l'économie, une économie de la décolonisation, une économie de la libération. C'est nous, de ce point de vue, que trouvons que cette économie-là est inacceptable au regard de son impact non seulement sur la population, même sur la projection internationale de nos pays. Mr. President, the question I want to, the focus question I want to bring out here is that in 2022, Mr. Paul Biya talked of the external shock. In 2023, Mr. Paul Biya talked of external shock, and in 2024 again, he spoke of external shock. Are we going to be subjugated? The economy of Cameroon will continue to be subjugated to the external shock, or we don't know. If there's this external shock each year, it means that the economy of Cameroon will not increase. That's the main focus that I want you to bring out, Mr. President. Non, mais je partage votre préoccupation. C'est-à-dire que le gouvernement explique toujours ses faiblesses économiques, ses performances qui ne sont pas au niveau des enjeux, par le fait que, évidemment, les chocs exogènes. Ils mettent en avant les chocs exogènes. Et lorsque même on convoque les causes endogènes, c'est pour, dans l'ensemble, minorer la responsabilité de l'État. L'UNMP, nos positions sont claires. Nous sommes un État néocolonial avec une économie néocoloniale. Donc, il ne suffit pas de rappeler à travers les chocs exogènes qu'on convoque les déficits structurels et les carences historiques de notre économie. Mais il faut insister sur le rapport de classe, c'est-à-dire que la nature de classe de ceux qui le gouvernent ne favorise pas une dynamique économique, n'est-ce pas, qui a pour enjeu, je répète encore une fois de plus, la sortie de ce modèle néocolonial qui ne peut pas, n'est-ce pas, prendre en charge les aspirations économiques de nos citoyens, économiques et sociales de nos citoyens. C'est en cela que nous sommes en désaccord avec l'État du Cameroun, avec les officiels du Cameroun, mais sans entrer dans la rhétorique, n'est-ce pas, de la continuité néocoloniale qui est prise en charge par, qui est l'apanage non seulement des autorités officielles de notre pays, mais aussi de cette opposition néocoloniale qui se distingue du pouvoir seulement par l'insistance sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, évidemment, l'alternance politique. Donc, qu'on se comprenne bien,
le constat que nous tirons, et qui est un constat incontestable, de la nature néocoloniale de notre État, malgré tous les efforts qui sont faits pour en sortir, il y a des acquis, des avancées. Nous n'avons pas peur de le dire parce que nous assumons cette position depuis très longtemps. Il y a des acquis, mais ces acquis ne sont pas à la hauteur. Ne sont pas à la hauteur non seulement du potentiel économique, mais même du discours officiel. Je répète encore, on ne peut pas dénoncer l'iniquité des termes de l'échange, la mauvaise insertion, du moins l'insertion inique de notre économie dans le champ de rapports économiques internationaux, et on ne tire pas les conséquences, c'est-à-dire dans le comportement de ceux qui nous dirigent. C'est ça notre discours sur l'endocolonat. L'endocolonat, ce n'est pas seulement une classe politique, c'est une classe politique qui doit s'assurer par la renonciation à une véritable ambition économique, pas, qui aurait pour aboutissement la libération économique du pays. Donc, le désaccord, il est là, il est clair par rapport à ça. Donc, convoquer les mêmes chocs externes, chaque fois, les convoquer. En même temps, je répète encore, ne pas tirer les conséquences, à savoir changer la structure de l'économie, ça relève un peu de la démagogie. D'ailleurs, le gouvernement le reconnaît lui-même lorsque, dans le document de la nouvelle stratégie nationale pour le développement, je crois 2024-2030, c'est ça, 2030, le gouvernement lui-même reconnaît très bien que l'enjeu principal, c'est la transformation structurelle de l'économie. C'est dit. Vous voyez très bien que c'est un changement par rapport aux autres thèmes stratégiques. J'espère que si on se réfère au document de stratégie pour la croissance et l'emploi à l'époque, il y a un changement d'axe thématique qui indique que le gouvernement lui-même prend conscience du fait que ça ne peut plus continuer comme ça. Mais cette volonté de transformation structurelle de l'économie n'est pas séparable d'une véritable stratégie économique qui a pour levier, vraiment, une fois de plus, la décolonisation de notre tissu économique. Mais ça, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Bon, même si dans la suite du discours du président, il y a des éléments qui montrent que il y a une prise de conscience qui se traduit même par une dynamique, c'est encore faible, mais dynamique claire qui montre qu'évidemment, on est en train de prendre une nouvelle voie. Mais en attendant que tout ça soit réel, force est de reconnaître que la création très prochaine du technopôle agro-industriel qui allait s'occuper, qui serait consacré à la production, à la transformation des céréales, des tubercules, du lait et de ses dérivés. Le président Madakani, après avoir écouté tous ces projets industriels que le président a énoncés le 31, nous nous sommes posé la question, président, quelle est la valeur stratégique et économique des projets industriels évoqués avec une certaine fierté du président pour le Cameroun? Quelle est la valeur économique et stratégique de ces projets-là? Et est-ce que ces projets visent à s'émanciper de la politique que le Cameroun vit jusqu'à présent? Bon, ce sont des indicateurs. Ces projets industriels, que ce soit dans l'aluminium, dans le technopôle que vous avez évoqué, technopôle agricole. Oui, qui est à venir. À venir, même que ce soit
la mise en exécution, le démarrage effectif de certains projets miniers sont des indicateurs. Mais ça ne fait pas une stratégie d'industrialisation. Tant que la part budgétaire de l'économie est dominante quant à la part de transformation structurelle, telle que le document, je répète encore, de stratégie nationale pour le développement l'indique, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais quand on a dit ça, il faut saluer ça. Rappelons que l'économie budgétaire, qui est l'apanage des pays néocoloniaux, s'épuise depuis les ajustements structurels jusqu'à nos jours. Le dernier sommet extraordinaire de la CEMAC a démontré une fois de plus qu'on est vraiment dans une phase d'épuisement. Ça veut dire que même les classes sociopolitiques qui ont longtemps défendu ce modèle-là, je rappelle encore que c'est le modèle néocolonial, il a pour le Cameroun, hier c'était marqué par la prédominance de l'État dans l'économie. Il doit pas son nom appeler ça libéralisme autocentré, ce que vous voulez, et qui s'est transformé à la faveur de la crise économique, crise des années 80 en montant, en libéralisme, en néolibéralisme périphérique de type néocolonial, pour ce qui nous concerne, mais en alliance avec justement ce qu'on appelle partenaires, etc., bailleurs de fonds. Ce modèle-là, je le répète encore, s'épuise, il est fatigué. Il ne permet même plus à l'État de se reproduire en l'État, comme il le faisait hier, et il n'améliore pas les conditions de vie des populations. Il ne permet pas l'accès des populations à des services de base élémentaires. Il ne permet pas de développer le potentiel du pays à juste titre, de manière à rentrer suffisamment de richesses, que ce soit en devises, et là c'est la question du franc CFA, la question monétaire, de manière à permettre à ce que notre État ne soit pas pratiquement une pupille des bailleurs de fonds internationaux. Donc le modèle là s'épuise, et ça s'impose aux acteurs centraux de notre pays, que ce soit au chef de l'État du pays, que ce soit au gouvernement. Donc, de ce point de vue, nous avons à travers ce projet des indicateurs, des marqueurs qui peut-être dessinent une nouvelle direction, un nouveau cap qu'on veut franchir. Mais ça, ce n'est plus... c'est pas une question de... C'est pas une question... Moi, je veux dire ça. C'est pas une question qui est résolue par des annonces présidentielles. D'abord, est-ce qu'on a pris toute la mesure du prix à payer pour changer de cap? C'est-à-dire pour passer de la vieille économie, parlant du Cameroun, à l'économie à une économie qui est structurellement transformée. Le prix à payer, par exemple, c'est de régler la question monétaire. Le prix à payer, c'est de passer à un nouveau cycle de la diversification des partenariats. Je dis bien nouveau cycle. Ça demande une nouvelle mobilisation de la population camerounaise dans un nouveau cycle d'efforts et de travail. Qui cette fois-là ne peut pas être simplement rembourser la dette, être résilient, soutenir, n'est-ce pas, les ajustements, mais qui va déboucher sur le bien-être concret des populations dans leur majorité. Et des perspectives d'équipement collectif pour le pays, en matière de routes, en matière de télécommunications, en matière stratégique, etc., en matière de transport, etc., qui signifierait un véritable saut qualitatif. Ça ne peut pas se faire sans de véritables changements politiques. Or, notre pays est plombé par l'inertie, qui est un mot élégant, qui est un mot présidentiel, mais qui en réalité masque une guerre, une quasi-guerre politique qui oppose le président au baron de son régime,
au ballon de son régime, ça aussi, ça affecte les performances de l'État, que ce soit au niveau de la capacité des réformes, mais au niveau même de la mise en œuvre même des projets structurants. On l'a vu, on fait 15 ans, je pense que c'est 15 ans qu'on a pris pour finir. Même les premières générations de projets structurants, je ne parle même pas de la deuxième génération. Ça se voit par la faible capacité, peut-être on y reviendra, de livraison des chantiers routiers. Oui, Par exemple, donc tout ça montre que il y a la volonté présidentielle est claire. Il faut saluer ça. Le volontarisme présidentiel est clair. Il faut saluer le fait que le Cameroun, Cahen, bon gré, mal gré, a accumulé des acquis qui l'amènent, comment dire ça, qui nous mettent, on est à le mot m'échappe, on est à l'aube, vous voulez, on est à l'aube d'une nouvelle phase de notre économie qui peut permettre l'industrialisation, n'est-ce pas, et la libération des forces productives. Mais là encore, je viens de vous souligner un ensemble d'aléas politiques, n'est-ce pas, qu'il faut résorber. Or, pour l'instant, le gouvernement se contente simplement de se livrer de la macroéconomie, de satisfaire un équilibre entre les bailleurs de fonds classiques, n'est-ce pas, et lui-même, une fois de plus, en laissant une bonne partie des Camerounais, la majorité des Camerounais sur le bord du chemin. Oui, attendez, on ne peut pas transformer une économie sans les Camerounais. Bien évidemment. Le premier agent de transformation de l'économie, c'est le Camerounais. Ce sont les populations camerounaises. Or, dans quel état est-ce qu'elle se trouve, cette population? Je répète encore, le premier agent de transformation de l'économie, contrairement à ce qu'on croit, oui, l'État a un grand rôle à jouer, mais si le Camerounais ne se sent pas concerné, ben, ça n'a pas abouti. Le huis clos là, hein, le huis clos entre l'État et les bailleurs de fonds, huis clos semi-ouvert, huis clos semi-ouvert entre les bailleurs de fonds et l'État, qui a longtemps été le centre de gravité de notre économie, ne produit pas et n'a pas produit les résultats escomptés. L'économie, c'est aussi mettre les Camerounais au travail, mettre une population au travail, l'enthousiasmer dans une grande vision de transformation structurelle, économique, sociale, culturelle, politique. Il ne me semble pas, malgré le fait que nous saluons le volontarisme présidentiel, il ne semble pas que le gouvernement, n'est-ce pas, ait pris toute la mesure du prix à payer, n'est-ce pas, par rapport justement à cette transformation, à cette nécessaire transformation structurelle de l'économie camerounaise. Oui, Président Malakani, merci. Parlant d'un sujet que vous avez déjà commencé à aborder, il s'agit du réseau routier qui a fait l'objet d'une attention particulière de la part du président, qui a confessé qu'il ne reflète pas, le réseau routier ne reflétait pas les efforts et sacrifices consentis par le gouvernement pour la réhabilitation et l'extension du dit réseau. Le président Malakani, on se posait la question à savoir, parce que le président a proposé une solution qui était, vous me permettez de me référer à ses propos, l'une des solutions pertinentes selon lui qu'il a évoquées, c'était la réorganisation des fonds routiers dans le sens d'accroître sa capacité à mobiliser les financements nécessaires à la réhabilitation des projets de construction, de réhabilitation et d'entretien des routes. Président Malakani, on se posait la question si cette solution est mise en œuvre. Si on adopte ce plan-là, est-ce qu'avec les mêmes acteurs qui sont là actuellement, parce que nous savons la machine gouvernementale qui est autour du Cameroun, et on se demandait, pensez-vous qu'en présence des mêmes acteurs qui semblent exercer dans la mauvaise gouvernance, le problème routier serait résolu? Moi aussi, je suis resté largement sur ma faim quand j'ai écouté la manière par laquelle le président a abordé la question de la route. J'ai eu l'impression de voir une espèce de résignation présidentielle. Je voudrais me tromper, mais j'ai eu l'impression de découvrir un président résigné face à la puissance des forces de l'inertie, qu'on appelle, qu'on enrobe avec le mot de problème de gouvernance, etc., devant la puissance de ce que le président appelait le changement climatique, etc. Moi, j'ai vu cette résignation et ça m'a un peu inquiété.
me fait inquiéter. Il me semble que ce n'est pas ce que les Camerounais, pas seulement les Camerounais, même les autorités, on se souvient de la sortie du patriarche Bangangele sur la question, sur l'état de nos routes. L'inquiétude qui monte depuis le pays, le cœur du pays, de toutes les régions du pays, quant à la dégradation inacceptable de notre réseau routier, méritait plus que ça. Bon, le rôle d'un président, ça n'était pas de crier avec ceux qui crient. Mais, quand même, réduire la question à une réorganisation du fonds routier, ça me semble un peu lapidaire de la part du président. J'ai trouvé ça un peu lapidaire de la part du président. Les problèmes de nos routes sont connus. Pour la plupart, leur cycle de vie est terminé. C'est ce que disent les experts. Les entreprises à qui on affecte les marchés ont des faibles capacités financières. On ne va pas nier l'impact du changement climatique, appelons ça comme ça. Puisque les faits sont là, il y a des ponts qui s'effondrent, il y a des routes qui se retrouvent inondées, etc. Par exemple, dernièrement, c'était 16 ponts dans le littoral qui ont lâché, et ça a pratiquement isolé toute une région du pays, de l'ensemble du pays. C'est un fait. Mais est-ce que ce n'est pas une façon maladroite de justifier le mauvais état de nos... C'est ce que je suis en train de dire, que ces faits sont là, mais face à ça, ce n'est pas la résignation. Face à ça, on attendait plus de vigueur et de perspectives clairement dessinées de la part du président. Bon, il nous a dit que ceux qui ont mal gouverné vont en rendre compte. Et quand vous lisez la dernière revue des projets routiers du Cameroun, la dernière revue des projets routiers du Cameroun qui s'est fait sur l'égide du ministère de Transport, c'est ça? Non, ministère de Travaux publics. Le constat est clair, c'est-à-dire que le Cameroun veut se tourner vers une nouvelle architecture, n'est-ce pas, de ces routes, qui prendrait en compte justement ce qu'on appelle changement climatique. Mais là encore, comme on dit, à quelle heure? À quelle heure? Je pense que depuis, il n'est pas acceptable que, ayant la plénitude des moyens étatiques, quant au suivi de ce qu'on appelle la police de nos infrastructures, on connaît le cycle de vie des routes qu'on fabrique, on connaît. Que nous soyons restés dans ce que j'appelle une vision coloniale des routes. Là encore, il y a la question de l'état néocolonial là, c'est-à-dire que à force de consommer les budgets, les gens n'ont pas eu le temps de réfléchir, d'envisager un autre rapport à la route. Mais je voudrais poser une question simple. Est-ce que nous qui copions là, on a tendance à copier la manière de faire les routes? Et du coup, on importe pratiquement tout. On importe l'argent, on importe les intrants. Et finalement, ça coûte très cher. Et le président l'a dit. Il a convoqué la rareté des financements. Ça aussi, n'oubliez pas. Il a convoqué ça, la rareté des financements. Mais pourquoi les financements sont rares? Parce que l'idée et la conception que nous nous faisons de la route, est coloniale. Mais il y a eu du temps dans ce pays pour anticiper sur l'évolution de nos routes. Pour anticiper même sur l'idée, sur l'ingénierie de nos routes. Ça aussi. Et en la matière, d'autres pays innovent, hein, pas seulement dans le monde entier, d'autres pays innovent. Donc on se rend compte, et c'est ça le drame des États néocoloniaux. C'est-à-dire, c'est décoloniser tout, c'est-à-dire l'idée qu'on s'est fait de l'État, l'idée qu'on s'est fait de notre vie. C'est ça qui est le chantier. C'est ça qui est le chantier. On voit bien que l'État n'a jamais réfléchi sérieusement à cette question et vient nous faire un aveu de son incapacité désormais à soutenir l'actualité en termes de coûts. En termes de coûts
coût écologique, coût financier, etc., même coût technique en termes d'ingénierie de la construction de la demande en matière de route. Et ça, je suis resté sérieusement sur ma faim. Sérieusement sur ma faim, cette question-là. C'est même inquiétant. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas seulement valable pour la route. Hein. Pas seulement valable pour la route. Mais la route, l'état de la route est un indicateur majeur sur l'état d'un pays. Vous ne pouvez pas envisager de la prospérité économique, vous ne pouvez pas envisager une véritable croissance qui ne soit pas une croissance néocoloniale si vous n'avez pas les routes qu'il faut. Je pense quand on convoque en matière de dotation factorielle, c'est-à-dire un ensemble de facteurs qu'un pays devrait disposer pour s'enrichir en termes de croissance, puisqu'on parlons leur langage, ben, on ne peut pas s'amuser avec la dotation factorielle particulière qu'est la route. Mais à ce niveau, j'espère que bon, c'était un discours, c'était un propos présidentiel des circonstances et que derrière, vraiment, il y a le gouvernement camerounais va prendre vraiment avec toutes les mains, le défi de la reconstruction de nos routes. Monsieur le Président, vous avez fait une analyse sur la réalité sociale des politiques publiques qui ressortent du discours du chef de l'État. Nous voulons nous appesantir maintenant sur le secteur sanitaire. Mais avant, je voudrais quand même, votre permission, saluer la volonté de relancer la SNI dans une nouvelle perspective stratégique. Ça aussi, ça a salué. La SNI, c'est un instrument stratégique qui, par le passé, a fait, était au cœur, parlons comme ça, des 30 glorieuses, dont les Camerounais sont si nostalgiques. 30 glorieuses. Vouloir la relancer comme étant un outil stratégique permettant de piloter, n'est-ce pas, une vision industrielle du pays, c'est une bonne chose. Je ne voudrais pas oublier ça. Donc, je vous ai dit, devant ce qu'on pourrait appeler comme étant le visage décadent de notre économie, il y a des acquis. Et il y a des indicateurs. Et la relance de la SNI est un indicateur qui est encourageant. Maintenant, on verra concrètement comment ça va être dessiné. Mais je tenais à citer ça aussi pour être le plus objectif possible. Merci, Monsieur le Président. Toujours sur la question de la santé. C'est un secteur pratiquement quasi important au Cameroun. Et lorsque le président faisait son discours de fin d'année, il a adressé quelques lignes dans ce sens, où il parlait d'améliorer les performances de ce secteur avec une forme de contractualisation du personnel qui œuvre dans l'informel, de les contractualiser et de les insérer dans le secteur de la santé publique. Il a également parlé de l'offre des soins qu'il souhaiterait renforcer par le niveau élevé du plateau technique et densifier la carte sanitaire. Mais Monsieur le Président, quand on regarde les projets que le pays porte, sur le plan, par exemple, de la couverture santé universelle, qui est un projet grandiloquent sur le papier, mais si on se fie à votre analyse, la réalité économique, le fait que le pays manque d'argent, les conditions qui sont imposées par les bailleurs de fonds, cette politique publique sur le plan sanitaire, est-ce que c'est une vue de l'esprit? Bon, vue de l'esprit, je dirais non. Le Cameroun a des acquis infrastructurels en termes de plateau technique, en termes de couverture hospitalière, qu'on ne peut pas nier. Mais là encore, l'impact de tout cet investissement est annulé par la vision coloniale de la santé. Une fois de plus. D'abord, si vous investissez dans des hôpitaux modernes, utilisons le mot du ministre de la Santé,
lui qui vante tant les plateaux techniques de notre pays. Si vous investissez dans le type hôpital moderne, avec plateau technique dit de référence, et que vous n'improvisez pas, et que vous importez tout ça, à un moment donné, le rapport coût et rentabilité s'impose à vous. S'impose à vous. Et c'est ce qui fait que les coûts d'accès dans nos hôpitaux sont pratiquement inaccessibles à la majorité de la population du pays. Le problème ne se limite pas à ça. L'idée même que nos médecins se font de leur métier est une idée extrêmement marchandisée du soin. Le soin, c'est un produit marchand qu'on vend au plus offrant. Et nos médecins, l'essentiel de notre élite médicale, baignent dans cette conception de la santé parce que les médecins estiment que d'abord, oui aux patients, mais après leur niveau de vie, après l'assurance de leur niveau de vie. N'oubliez pas que le système médical camerounais, qui est très extraverti, dépend de l'OMS et d'un environnement international sanitaire qui est contrôlé par un ensemble de lobbies, et même une famille Rockefeller, qui a une idée de la santé qui est effrayante. Et le Covid parle plus que tout. Et là encore, on a vu la nature des rapports de force entre notre État et cette infrastructure internationale, cette méga infrastructure internationale, cette méga organisation de la santé qui domine dans le monde. Donc, il y a tout ça. Je ne parlerai pas des médicaments. Ça encore, ça va vous choquer. Mais c'est une conception coloniale de la santé. Et la conception coloniale de la santé n'était pas de donner les soins à tout le monde, puisqu'on ne donne pas les soins aux indigènes. Les soins, c'était réservé aux Blancs et à l'élite, qui avait été choisie, n'est-ce pas, par le colon comme étant digne de confiance, parce qu'ayant gravi un ensemble d'échelons qui le conduisait de l'indigénat à l'humanité. L'État néocolonial a hérité de ça et continue cette logique. Alors, tout ça, c'est trahi par le fait que, bon, les constances d'évacuation sanitaire de nos dirigeants, quand ils sont souvent victimes de maladies. Bon, vraiment, il faut être honnête. Je ne veux pas, vous savez, le ONMP, et vous me connaissez, je ne suis pas dans l'antidiaïsme. Et de deux, je me fiche pas mal des attaques de nos ennemis, tout ça, qui visent à nous ramener sur le terrain de l'antidiaïsme primaire. Donc, on ne peut pas faire l'impasse sur l'investissement que l'État fait pour doter le pays d'un ensemble d'infrastructures sanitaires d'un certain niveau, et même de référence, comme ils appellent. Mais je vais l'expliquer. Quand on est un État néocolonial, tous ces efforts, d'ailleurs le président l'a reconnu, il a convoqué la démographie dans son discours. Vous vous rappelez très bien, il a convoqué la démographie. Donc, il a même dit que la démographie annule, oui, il dit que non, dans l'ensemble, il dit que ça annule les efforts faits, on a l'impression que rien n'a été fait. Oh, c'est un aveu présidentiel qui veut dire ce que ça veut dire. Et c'est ce que j'essaie de répercuter en mettant toujours en avant le caractère néocolonial de notre approche de la santé. D'ailleurs, il faut saluer ça, enfin, le Cameroun vient de faire voter à l'Assemblée nationale la loi qui désormais rend officielle la médecine dite, entre guillemets, disons, bon, n'énervons pas l'ordre national des médecins. La médecine non officielle, non moderne, si vous voulez. Alors, ce n'est pas par hasard que ça arrive maintenant. Ce n'est pas par hasard. Ça, c'est une bonne chose déjà. On reconnaît par là que l'offre de soins modernes ne répond pas à la demande. Dans leur ensemble, les Camerounais, quand ils veulent se soigner, ils recourent à la médecine non moderne, qui est plus accessible pour eux. Parce qu'une fois de plus, l'hôpital moderne, quand tu y vas, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Voilà. Et ça, on le dit, l'État a marchandisé les soins. Ça, l'État ne dit pas, mais c'est clair. Dans les hôpitaux, maintenant, au Cameroun, on a une logique de résultats financiers. Malgré, oui, on va dire l'État subventionne, mais on est dans une logique de résultats financiers.
Donc l'État a compris ça. Maintenant, il faut que cette médecine non moderne, qui est désormais légale dans d'autres pays, il faut qu'elle soit sérieusement encadrée et qu'on s'assure que les mêmes causes faisant les mêmes effets, elles aussi, ne basculent pas dans la marchandisation. Sans parler des autres dérives qui ont cours dans le domaine, n'est-ce pas, charlatanisme, etc. Voilà. Donc, c'est un grand enjeu dans l'avenir. La santé publique, la santé des Camerounais, c'est l'un des grands enjeux de l'avenir avec l'école, l'éducation nationale, avec la nécessaire décolonisation de notre économie, etc. C'est un des grands enjeux de l'avenir. Et à ce niveau-là, une fois de plus, comme dans l'autre secteur de notre économie, nous sommes dans les conséquences du caractère néocolonial de notre État. Mr. President, now we want to focus ourselves to the lion's share of this broadcast, and we know that our followers are waiting your political analysis in the political level of Mr. His Excellency Paul Biya's speech at the end of this year. So we are going to focus now on the last part of this broadcast live broadcast, and we are going to focus our mind on the political analysis of Mr. Paul Biya's speech of the 21st December of 2024. Mr. President Banatani, we know that the electoral calendar was pronounced by His Excellency Paul Biya, and one thing is sure is that the presidential election will be held because it was set on his speech. And what focused our mind is that Mr. Paul Biya called for the maturity and the responsibility of all the actors and the Cameroonian people. Mr. President Banatani, what political reading can you make of the president's invitation to maturity and to responsibility from all the actors? Bon. Le président est dans son rôle. On n'attendait pas moins du président. Hein. On n'attend pas moins du président qu'il lance ce type d'appel. Maintenant, est-ce que dans le pays, les conditions sont réunies pour qu'un tel appel reçoive l'écho, reçoive l'accueil adéquat? C'est là le vrai débat. Dans le pays, il y a une fièvre, objectivement, hein. Il y a une fièvre électoraliste, qui est chauffée à fond par les partisans de l'antibiaïsme primaire, à savoir, il faut qu'il s'en aille à tout prix, il doit partir, il est vieux. C'est l'écho de la sortie de certains évêques. Il est vieux, donc il n'est pas réaliste qu'il soit candidat. Je dis bien fièvre objective. Donc je décris une réalité. Il est vieux, il faut qu'il s'en aille. Cette fièvre-là va prendre toute son ampleur, va s'aggraver à la faveur de cette élection que le président a confirmée, dont le président a confirmé la tenue cette année. On est déjà en 2025. Hein. Il a confirmé la tenue. Donc, il y a cette fièvre-là. Il y a dans le camp présidentiel les appétits des dauphins qui vont être encore plus aiguisés. Bon, bien que le président garde encore le contrôle sur son camp, puisqu'il est le candidat naturel de son camp, jusqu'à preuve le contraire, ça n'empêche pas que les barons et tous ceux qui aspirent à prendre sa place vont continuer à manœuvrer, comme ils manœuvrent d'ailleurs depuis très longtemps. Depuis très longtemps, pour essayer de faire aboutir leurs agendas. N'oublions pas, ce serait une erreur grave, les manœuvres des puissances étrangères qui savent très bien que l'enjeu du Cameroun est déterminant, même, n'est-ce pas, très déterminant pour l'avenir du champ international. Parce que beaucoup de Camerounais se méprennent sur le poids de leur pays quant à l'ordonnancement des rapports de force au niveau international. Bon,
Nous, on a fait de ça, nous avons développé ça durant notre congrès. Et les initiés des relations internationales reconnaissent que ce pays-là, ce n'est pas n'importe quel pays, il est particulier. Parce qu'il y a le Cameroun, c'est une exception, maintenant on va le dire. C'est une exception parce qu'on a un président qui aura bientôt 42 ans au pouvoir. Je dis ça à titre objectif. Oui, c'est une exception. Parce More que. than, more than What? 42. Yes. We are talking of 43 years. Yes. Donc, c'est 43 ans au pouvoir, on est en 2025. Pas parce que on ne peut pas le renverser. C'est que malgré tout ce qu'on fait pour le renverser, il est là. Donc, c'est une exception. Alors, on peut l'analyser en termes de polémique pour dire que bon, c'est une honte pour le Cameroun d'avoir un même président durant 43 ans. Je ne descends pas à ce niveau. Aujourd'hui, je me fiche pas mal de ce type de polémique. Nous, on fait la politique, on fait l'analyse objective, le plus objectif possible, la plus objective possible. Vous savez très bien que ce type de modèle politique ne correspond à l'idée que se font les tuteurs du Cameroun de la forme des régimes politiques qui doivent exister, n'est-ce pas, dans nos pays. Mais la première vraie question, c'est de savoir mais comment c'est possible que quelqu'un fasse 42 ans, 43 ans au pouvoir dans un pays? Alors, donc, à la faveur de cette élection, il va y avoir un durcissement, n'est-ce pas, des discours. Des discours, chacun dans son couloir. D'autres qui vont instrumentaliser l'âge avancé du président à fond. Pour dire que voilà, il faut qu'il s'en aille, il est vieux. Il est vieux. Ceux qui vont instrumentaliser à fond le discours sur la gouvernance pour fermer les yeux sur refusant de susciter le vrai débat qui est à savoir le caractère néocolonial de notre État. Tout ça va créer un boulevard d'incertitude forte, qui soit de nature, non seulement à créer un climat de peur, un climat de doute. Et ça ouvre la porte à tout. C'est en cela que le président demande de la maturité. Mais une fois de plus, je l'ai dit, une chose est de lancer des appels, une chose est d'être entendu. Voilà, il y a ça. Donc, c'est un grand défi pour nous cette année, mais elle ne peut pas jouer tout son rôle. Nous allons jouer tout notre rôle, à savoir mettre en avant l'intérêt supérieur du pays. Pour nous, ça passe par le prisme de la décolonisation, n'est-ce pas, achever la décolonisation du Cameroun, se battre contre l'anti-biaisme primaire qui sert de masque à un ensemble d'intérêts, qui en réalité vise simplement à faire à ce que le président Biya partant soit remplacé par quelqu'un de la famille, et quand il dit la grande famille ojulatiste, néo-ojulatiste, qui a pour projet le refus de la décolonisation du pays, qui a pour projet la continuité néocoloniale. Et au Cameroun, ces camps-là sont connus, c'est clair, hein, le champ politique est bien décidé là, les choses sont claires. Alors, il y a le débat que ça soulève, à juste titre, mais est-ce que le président Biya est l'horizon indépassable du pays? On peut répondre à cette question par une analyse politique, que ça semble la plus brillante possible. Mais la différence, c'est que une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes pas dans le cœur du président pour savoir quelle décision il va prendre. Le président n'a pas dit qu'il est candidat, il n'a pas non plus dit qu'il ne sera pas candidat. Donc, la démarche du NMP, c'est de dire on prend le président Biya comme un fait objectif. C'est-à-dire, c'est un fait objectif. Il est là. L'endocolonat est là. Le nouvel endocolonat est là. On a le champ international que nous avons travaillé par la logique, par une dynamique de reconfiguration géopolitique qui oppose d'un côté
Parlons comme ça, je ne sais pas mieux. Le Sud global, les partisans d'un monde multipolaire et le vieux Occident qui veut maintenir, qui veut sauver ce qui peut encore sauver, ou bien se donner les moyens d'un nouveau départ, à savoir maintenir une domination sur le monde. Et cette situation trouve les relais historiques dans nos pays. C'est l'endocolonial, je viens de le dire. Les nouveaux endocolons au Cameroun, ils sont très nombreux. D'ailleurs, ils sont très nombreux, déguisés sous le masque de l'opposition. Là, au nom des oppositions, ils disent l'opposition, etc. Donc, c'est tout ça qui est au cœur des enjeux de 2027. C'est tout ça qui est au cœur des enjeux électoraux, des enjeux électoraux de 2025. Fidèle à notre démarche, ce qui nous intéresse, nous, c'est consolider davantage la perspective panafricaniste qui, elle, mise sur la décolonisation totale, définitive de notre pays, le Cameroun. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant que nous fermions la tête? Nous décryptons le discours présidentiel. Il fallait le faire parce que le président est la figure centrale du jeu politique au Cameroun. Il est la figure totémique des institutions. Il est la figure centrale du jeu politique. Donc, on ne peut pas ne pas décrypter son discours. Mais l'essentiel de ce décryptage, ça a été, une fois de plus, de réaffirmer nos positions. Nous travaillons pour la décolonisation définitive du Cameroun. Notre perspective est panafricaniste. Bon, il est normal que les forces néocoloniales, qu'elles soient du pouvoir ou dans l'opposition néocoloniale, attaquent cette démarche et ont pour argument primaire, à savoir, je lis, j'écoute des attaques, c'est le même rengaine, la même chose. La France a bien codifié sa rengaine et ses relais reprennent ça de gauche à droite. Oui, quand c'est d'autres pays, ils parlent. On a beau expliquer, on a beau parler, ils vont toujours faire ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On essaie d'attaquer cette dynamique-là, mais bon, la faiblesse, je suis frappé par la faiblesse de leurs arguments. Je suis frappé par la faiblesse de leurs arguments et ça me renforce encore quant à non seulement la longueur d'avance que nous avons, mais par la nécessité, une fois de plus, de bien prendre en compte ce fait que nous avons longtemps très vu, à savoir, que nous avons vite vu, à savoir que des millions d'Africains travaillent contre l'Afrique. Au point de faire comme si on ne connaît pas les élémentaux du panafricanisme, que la priorité pour nous, ce ne sont pas les figures des chefs d'État. Nous luttons contre l'impérialisme, mais il faut encore rappeler ça. Et il faut-il rappeler que le panafricanisme, c'est contre la domination étrangère qu'il s'est historiquement constitué, c'est contre la négation, n'est-ce pas, de l'homme noir, etc., de notre histoire, de nos capacités humaines. C'est contre ça qu'on est debout et que ça dure très très longtemps. Les régimes sont passés, les royautés sont passées, tout ça sont passés, ça n'a pas changé. Donc, c'est ça la lame de fond. Maintenant, nous obliger, si tu parles d'autres pays, parle comme ça du Cameroun, c'est une misère intellectuelle à faire pleurer parce que pour le simple fait que mais ce ne sont pas les mêmes conditions. Il y a des spécificités qui distinguent les pays. Hein? Et que quand nous avons commencé ce combat, nous avons mis comme principe de base de soutenir les chefs d'État. Nous avons dit qu'on ne pouvait pas faire des chefs d'État nos ennemis. Et à l'époque, ils nous disaient, vous faites l'éloge des dictatures. C'est ce qu'ils disaient. Alors, oubliant qu'à l'époque, nous avons dit, nous distinguons les chefs d'État qui appartiennent à un certain passé de notre histoire, qui sont les enfants de cette histoire honteuse, qui ont eu à être les héritiers des indépendances ratées, de la France-Afrique. Nous les distinguons des nouveaux présidents qui, eux, émergent dans une conjoncture internationale différente. Et qu'on ne comprend pas comment ces nouveaux dirigeants peuvent être plus vieux que les anciens présidents dans leur schéma politique,
dans leur démarche. Ils font semblant de ne pas comprendre le caractère spécial de M. Ouattara et son arrivée au pouvoir. Ils font semblant de ne pas comprendre. Et ils sont les premiers à être contents, n'est-ce pas, de la libération du président Gbagbo, par exemple, si on prend ce cas-là. Ils font semblant de ne pas voir le caractère spécifique, par exemple, de l'enjeu au Sahel. Et ce que cela se pose comme conséquence à tirer. Ils font semblant de ne pas voir le rôle spécial et particulier que le Cameroun joue dans la stabilisation de l'Afrique centrale. Ils font semblant de ne pas voir. Donc, c'est de la mauvaise foi. Mais il faut plus que ça pour nous impressionner. C'est trop faible comme flèche. C'est trop faible. C'est même pas encore bien fort. Quand ça sera bien fort, ça va nous impressionner. C'est très lamentable comme argument. Donc, là encore, dans cette sortie, nous réaffirmons l'opposition. Le NMP ne sera jamais dans l'antidiaïsme primaire. Le président Biya n'est pas notre ennemi. Notre priorité, ce n'est pas de le renverser. Nous ne sommes pas dans une dynamique d'alternance pour l'alternance. L'alternance est valable pour nous si et seulement si c'est une alternative. Pour nous, l'alternance n'est pas possible sans alternative. Et nous travaillons pour ça. Nous travaillons pour ça. Le panafricanisme, c'est cette dynamique qui réconcilie l'alternance et l'alternative. Les choses doivent être claires, que les gens se le tiennent pour dire. Ça ne sert à rien de venir s'agiter sur nos plateformes. Hein. Ça ne sert à rien. Le NMP et son président, pour nous bouger, il faut être solide. Hein. Il faut se lever très tôt. Très tôt. Donc, les choses sont claires. On réaffirme ça de manière claire. Donc, nous ne pensons pas le Cameroun le matin, en nous levant, on dit que il est encore là, il est encore là. Non, 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 non. Nous devons dépasser ça. Dois-je encore rappeler tout ce que nous avons apporté, même tous ces anti-diaïstes primaires là, qui se sont réveillés là, qui se réveillent à la dernière moment là. On oublie toujours, on veut faire l'impasse sur le caractère plus que trentenaire de notre combat. On va encore rappeler comment les Follow sont allés en prison dans les jours du président Biya pour imposer ces libertés qui sont très mal utilisées aujourd'hui, même par certains, ces libertés démocratiques. Il n'y a eu aucune avancée au Cameroun sur le plan social, sur le plan politique, qui ne porte pas la marque du NMP. Donc nous sommes très à l'aise et très libres pour prendre une certaine hauteur face à des dynamiques qui font semblant d'être plurielles et se cachent derrière la revendication soi-disant démocratique, mais qui en réalité relève de la continuité ojolatiste. Je suis un UPCiste. Pour ne pas dire que le NMP c'est un parti néo-UPCiste. Moi, je suis un UPCiste. On a une certaine connaissance de l'histoire du Cameroun. Nous connaissons toutes ces forces politiques qui se cachent, toutes ces familles politiques qui sont debout là, vent debout, soi-disant pour l'alternance, pour l'alternance. D'autres disent que non, vraiment, c'est pas réaliste que le président, vous savez à quoi je pense à la sortie de l'archevêque Cléda, que c'est pas réaliste. Mais vous voulez que moi, du haut de l'histoire, de la connaissance de l'histoire du Cameroun que je vienne applaudir un archevêque qui, dans sa belle soutane, veut réduire les enjeux camerounais à l'alternance. Vous voulez que nous, on aille se greffer sur toute cette dynamique, par des ans d'alliance, qui ont des bases d'une extrême légèreté et qui font semblant d'être plus intelligents que nous, en se cachant, en revêtant le masque de l'alternance, des élections transparentes et démocratiques, mais qui en réalité sont toutes des agents de l'étranger, sont toutes des anti-panafricanistes, sont tous pour un monde unipolaire, dominé par l'Occident. Mais dis donc, il ne faut plus que l'agitation que nous observons dans les réseaux sociaux là pour nous impressionner. Je terminerai en disant que tous les pronostics qui sont faits là, concernant le Cameroun, se trompent et se tromperont. Je répète, tous ces pronostics qui sont faits là, concernant le Cameroun, que ce soit à moyen et long terme, même à court terme, que ce soit en 2025, ces pronostics se trompent et se tromperont. Ça ne se passera pas comme les gens sont en train de penser.
Ça ne se joue pas là où les gens pensent. Ça ne se joue, ça ne dépend même pas du président Paul Biya. Ça fait longtemps que nous on l'annonce. Hein. Ça fait longtemps que nous on le dit. Demain, quand ça arrivera, ils viendront encore, n'est-ce pas, jouer au chat échaudé. Alors que nous on a passé le temps à leur prévenir. Ça ne se passera pas. Je suis en train de le dire à mon division là, comme les gens sont en train de le faire. Le congrès du NMP a été clair. Nous avons demandé une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Je rappelle ça. Nous avons demandé une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. D'autres sont dans leur dynamique, etc. Pensez-vous que c'est par hasard qu'une certaine hiérarchie catholique s'agite tant? Pensez-vous que c'est par hasard? Parmi les réactions, vous avez la réaction de l'archevêque Monseigneur Sostène Bayemi, j'ai lu. J'invite les gens à aller écouter ce qu'il a dit. Toute cette agitation qu'on voit dans le pays, cette frénésie politique qui saisit le pays, ce n'est pas seulement parce qu'il y a une échéance en 2025. Non, c'est parce que ce qui va se passer au Cameroun sera extraordinaire. Et ces gens le sentent. C'est qu'il s'agit. Maintenant, on est là pour maintenir cet espoir. Ce n'est pas béat, cet espoir panafricaniste, patriotique, néo-épéciste, espoir de ce que la succession du président Biya ne tombera pas dans les mains de nouveaux ojulatistes, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. C'est avec ces propos que nous mettons un terme à ce direct. Rendez-vous pour une prochaine édition. Bonsoir.